l'invité de l'actu. 6h44, RMC Découverte. Une Super League pour les super riches. C'est un vieux serpent de mer. D'ailleurs, le président de l'UEFA a lui-même utilisé ce terme de serpent pour évoquer les clubs dissidents, ces 12 salopards. Bonjour Pierre Rondeau. Bonjour. Économiste du sport, professeur à la Sport Management School. Un peu d'anglais le matin. Bon, finalement, tout ça, est-ce que c'est pas le sens de l'histoire aussi? Est-ce que le foot n'est pas condamné à devenir un club très sélect avec des ultra-riches comme la NFL, comme la NBA? Le dire comme ça serait extrêmement pessimiste, d'ailleurs, de parler de sens de l'histoire et de considérer que le sport professionnel doit mécaniquement être fait entre les très riches, entre les plus riches, dans un système de ligue fermée. L'histoire du foot et du sport en Europe, du monde européen, s'est constituée sur la logique de l'amateurisme, la logique de la méritocratie, la logique de la méritocratie sportive, de la réussite individuelle vers le collectif. Depuis toujours, les clubs avaient l'espoir de pouvoir partir des plus basses divisions françaises ou européennes et jouer la Ligue des Champions. On a en tête Auxerre, par exemple, qui avait commencé sa carrière en DH et qui a fini en Ligue des Champions. C'est le système et la mécanique du sport européen. Mais est-ce que c'est encore valable aujourd'hui ? Quand on voit le système de développement des grands clubs français. C'est là où, à mon sens, la comparaison est fallacieuse et mauvaise, parce que dire que parce que les Américains font comme ça, parce que les Américains gagnent de l'argent, et beaucoup d'argent, la NBA, la NFL sont très lucratives. La NFL, le championnat de foot US, les droits TV renégociés période 2023-2033, donc sur 10 ans, c'est 10,5 milliards d'euros par an. Là, on parle d'1 milliard. Là, alors, pour la Super League, si on fait déjà un peu de chiffres, la Super League, le business plan est à minima 5 milliards par an. Alors que la Ligue des Champions, aujourd'hui, c'est 2 milliards. On pourra en parler justement et dire du bien de cette ligue en disant que la banque JP Morgan s'est portée garante d'apporter les fonds en amont avant même de trouver les partenaires et les droits TV de 5 milliards, assurés via un crédit sur 23 ans, pour pouvoir attirer des équipes à y participer. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que les Américains font comme ça et que les Américains fonctionnent que les Européens ne peuvent pas faire pareil. On a 150 ans d'histoire sur un système de méritocratie où demain, un club comme Rennes, comme Lille, comme Monaco, comme Saint-Etienne, qui va terminer sur le podium ou qui va finir champion de France, ne pourra même pas jouer en Super Ligue européenne. Ou un club comme le PSG, comme le Real Madrid. Alors le PSG, on ne sait pas, pour l'instant ils ne sont pas. Mais le Real Madrid... D'ailleurs, silence, hein, du PSG. Pourquoi silence du PSG? Il y a une stratégie, j'imagine, de leur part. Officiellement, et là, très officiellement, je ne vais pas me permettre de parler à leur place, très officiellement, ils sont avec l'UEFA. Il faut quand même rappeler que pendant 10 ans, depuis l'arrivée des Qataris au PSG, ils n'ont au départ pas été respectés par les instances. Ils ont été investigués par le fair play financier. On les soupçonnait de devenir un peu comme des nouveaux riches, à vouloir s'acheter les trophées, à dépenser des milliards. On a parlé de dopage financier de la part du Paris Saint-Germain et des dirigeants qataris. Donc les Qataris ont mis du temps avant de se faire, entre guillemets, respecter par l'UEFA. Aujourd'hui, ils le sont. Aujourd'hui, Nasser El-Khelaifi, président du PSG, siège au sein des instances. Il siège au sein de l'UEFA et de l'ECA, le syndicat des clubs. Est-ce qu'il prendrait le risque, sous couvert d'un intérêt lucratif, de briser toute cette respectabilité acquise depuis 10 ans vers une Super Ligue européenne, ou au contraire, il maintient officiellement ses intérêts vis-à-vis de l'UEFA? C'est de la politique, quoi. C'est clairement, de la géopolitique. C'est évidemment même de la politique et de la géopolitique. Partons à Angoulême-Charentes. Loïc nous y attend. Bonjour Loïc. Oui, bonjour Mathieu. Vous supportez un club en particulier, Loïc? Oui, Paris en particulier. C'est pas la même chose d'ailleurs, Pierre Rondeau, hein, de supporter le PSG ou de supporter un autre club là, dans ce qui se passe. Oui et non. Alors c'est vrai qu'avant l'annonce officielle comme quoi le PSG n'y participerait pas, il y avait une majorité, alors je le dis comme ça, je n'ai pas des chiffres officiels, mais j'avais le sentiment qu'une majorité de supporters parisiens soutenaient la Super League. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas, mais... Alors on va demander, Loïc, vous soutenez ou pas la Super League? Non, je soutiens pas la Super League, surtout que moi je trouve que ça commence à devenir un sport de riches déjà depuis un petit moment, puisqu'on n'a plus accès, nous les gens qui ont des petits moyens, on n'a plus accès déjà à la Ligue des Champions. La Super League, c'est encore un autre problème. Je vais vous dire, ça concerne pas les petites gens parce que de toute façon, c'est payant. Ça sera encore quelque chose de payant, peut-être encore plus cher que ce que c'est déjà. C'est pas forcément intéressant pour les gens comme nous c'est déjà devenu un sport de riches. Enfin, ça devient un sport de riches. Moi, je trouve que le problème de géopolitique nous passe un peu au-dessus de la tête. Nous qui sommes amoureux du sport, simplement du sport, on n'a déjà plus accès. C'est pas forcément notre problème à nous, quoi. Enfin, je veux dire, ça nous passe un peu au-dessus de la tête. Enfin, moi, c'est mon sentiment. Mais vous avez raison, Loïc, parce qu'il est partagé par de très nombreux supporters. Mais voilà, on voit la conséquence sur les supporters. On parlera aussi de la conséquence sur les joueurs. Mais est-ce que
l'UEFA fait le poids face à ces 12 nouveaux qu'ont créé la Super League, économiquement, j'entends Pierre Rondeau, pour faire capoter ce projet et faire que le foot reste un minimum populaire et près de ses supporters. Et il y a plusieurs volets à prendre en considération. Il y a le volet économique et financier où l'UEFA souhaiterait faire le poids face aux demandes de ces grands clubs. Il faut quand même rappeler un petit peu l'histoire de cette Super Ligue européenne. Au-delà des 30 ans ou 40 ans de rumeurs et de serpents de mer, on est quand même au début du Covid. Au premier confinement, les grands clubs européens perdent énormément d'argent. Selon le CA, selon le syndicat des clubs, on est à 6 milliards d'euros de pertes pour les clubs. Et c'est leur argument, de dire on n'a pas le choix, exactement. Il faut imaginer une compétition plus lucrative. Ça tient vraiment ce qu'ils ont demandé en amont, c'était de réformer la Ligue des Champions parce qu'ils montraient du doigt l'UEFA en disant qu'ils n'étaient pas capables de générer suffisamment d'argent. Ils affirmaient, ces clubs, je les cite, que l'UEFA, directrice de la compétition du sport le plus populaire du monde, n'était capable de générer que seulement 2 milliards d'euros avec la Ligue des Champions. Alors que la NFL, c'est 5, 10, 15. Donc, pour eux, ce n'est pas normal. Donc, ils ont exigé à ce que, justement, il y ait une nouvelle compétition. L'UEFA n'a pas obtempéré, n'a pas accepté, et aujourd'hui, les menaces de sanctions. Donc, sportivement, économiquement, l'UEFA peut faire le poids. Maintenant, il y a le volet juridique. Et le volet juridique, là-dessus, est très clair. La jurisprudence européenne, elle est en faveur de la libre concurrence, de la liberté d'entreprendre. Il y a eu des cas sportifs précédents. En 2018, 2 sportifs de patinage de vitesse voulaient participer à une compétition privée et autonome. Ils ont été sanctionnés par la Fédération internationale. Ils sont allés à la Cour européenne de justice et la Cour européenne de justice leur a donné raison. Il y a une jurisprudence en faveur de la démonopolisation des instances. Ça veut donc dire que certains joueurs parmi l'équipe de France pourraient ne plus avoir l'autorisation de jouer à Mais ils pourraient aller à la Cour européenne de justice et il pourrait être entendu pour retirer toute forme de sanction. Est-ce que ça veut dire aussi, par exemple, on le dit beaucoup depuis hier, que le PSG pourrait finalement être le seul à rester dans le dernier carré de la Ligue des Champions, puisque les 3 autres clubs sont pour cette Super League? Il y a 3 scénarios possibles. Pour l'instant, je ne sais pas lequel va l'emporter. Il y a 3 scénarios possibles. Soit le PSG le remporte sur tapis vert, il remporte la Ligue des Champions. Si on admet que la Ligue des Champions va à son terme, en admettant que Chelsea, Manchester City et le Real Madrid, les 3 clubs dissidents, soient éliminés, donc le PSG soit champion. Deuxième cas de figure, eh bien, on joue les matchs, puisqu'il y a des droits TV à payer et des partenaires à récompenser. Donc on joue les matchs en montrant du doigt tout de même le Real, Chelsea et City, étant les clubs dissidents. Ou troisième scénario, on récupère les clubs éliminés qui ne seraient pas dissidents. Dortmund, le FC Porto. Alors, il y a une problématique entre Liverpool et le Real Madrid, 2 clubs dissidents, mais il y a aussi une possibilité de récupérer 3 demi-finalistes non dissidents pour jouer la fin de la compétition. On voit bien quand même à quel point on est loin, mais alors très loin de ce qui peut se passer dans la tête de Loïc et de tous les autres supporters. Merci d'ailleurs à Loïc de nous avoir contactés ce matin au 32-16 et merci à vous, Pierre Rondeau, d'être venu nous voir en studio, économiste du sport. 6h52. RMC.